En fait, ça faisait beaucoup de personnes à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle a voulu faire une donation pour le repos de son âme. C'était très courant. Les gens qui avaient peu de moyens, ils donnaient quelques sous pour les pauvres, pour la caisse des pauvres. Ceux qui en avaient un peu plus faisaient une donation sur leurs biens. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a donné une partie des revenus de son mas. C'est pour ça qu'on parle à ce moment-là du mas de Roquebert, et non pas du château. Le mas de Roquebert qui produisait essentiellement des céréales. Donc c'était un don en carte d'orge. Donc ça veut dire qu'on cultivait de l'orge dans la région. Et donc cette donation, elle a été faite en 1309. L'acte existe, donc celui-là il est bien présent. Et alors cette donation, elle a été faite au profit d'une structure qui s'appelle la confrérie Mage de Sauve. Alors qu'est-ce que c'était cette confrérie? C'était tout simplement une forme d'association qui était chargée de gérer les biens temporels de l'Église. Les aspects spirituels, c'était le prêtre, et les aspects un peu temporels, la gestion, l'entretien de l'Église, des choses comme ça, c'était une confrérie qui avait ça en charge. Et donc c'est cette confrérie qui recevait les dons et qui, avec cet argent, était susceptible d'entretenir les biens de l'Église. Alors, cette donation a été faite en 1309, elle a sans doute été ignorée pendant quelques années, et puis apparemment, on ne sait pas bien quand, les donateurs, ceux qui étaient chargés de donner, ils ont un petit peu oublié la chose, mais par contre, la confrérie, elle, existait toujours, et presque 400 ans plus tard, c'est-à-dire qu'en 1680, donc vous voyez, 1309-1680, le recteur de la confrérie s'aperçoit que la donation n'est plus payée. Donc, il s'inquiète de savoir qui est l'actuel propriétaire du mas de Roquebert. Et en fait, il n'en trouve pas un, il en trouve 7 propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, la propriété avait été morcelée, et donc elle a été partagée en un certain nombre de propriétaires. Donc, il rassemble ces personnes, et il leur annonce gentiment qu'il fallait qu'ils payent, qu'ils honorent cette donation. Ça ne fait pas plaisir aux propriétaires, on vous annonce une nouvelle tâche, ça ne fait pas beaucoup plaisir. Voilà. Donc les propriétaires ils rejettent un petit peu, ils se demandent s'ils vont payer ou pas. Mais le recteur a pris ses renseignements auprès de la Cour des comptes de Montpellier et il sait qu'il est dans ses droits. Et il leur dit, vous savez, de toute manière, vous pouvez contester, vous aurez quand même à payer, je suis dans mon bon droit, et en plus vous aurez les frais de procès. Donc à la limite, il vaut peut-être mieux payer tout de suite que de tergiverser. Alors, bon, les propriétaires, sans doute, se résolvent à payer, mais par contre, ce qu'ils demandent, c'est à vérifier quels sont les véritables propriétaires, parce qu'ils pensent que la propriété a pu être partagée en un plus grand nombre de propriétaires et qu'on en a oublié quelques-uns. En fait, c'est effectivement le cas, et en tout cas, ils s'aperçoivent que le plus gros morceau du mas de Roquebert, le propriétaire la plus grosse partie du mas de Roquebert, il ne fait pas partie des 7. C'est un 8e, et c'est le propriétaire du site sur lequel vous êtes, qui en fait était un abbé. Et un abbé qui avait pignon sur rue. Donc on peut penser que le prêtre, le recteur de la confrérie, qui était un petit prêtre de campagne, vis-à-vis d'un abbé, il avait peut-être essayé d'oublier pour être dans les faveurs de l'abbé. Toujours est-il que les propriétaires disent oui, ok, on veut bien payer, mais on ne divise pas par 7, on divise par 8. Et pour atteindre les surfaces, il faut faire une règle de 3. Et ça, c'est pas très compliqué, même à ce moment-là, on savait parfaitement la faire. Donc, il se résigne à payer, et il paye, et y compris les 30 années d'arriéré. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà au moins 30 ans que la donation n'était plus honorée. Donc ça, c'est dans les années 1680. Alors, ces actes, là, justement, ils nous permettent de savoir, parce qu'ils racontent, ils parlent un petit peu des uns et des autres, des différents propriétaires, et en particulier de cet abbé, de l'abbé qui s'appelait Henri Delmas, qui était l'abbé de l'abbaye Saint-Pierre de Sauve. Je ne sais pas si vous êtes de Sauve d'ailleurs, mais il y avait une importante abbaye dans le village, dont l'actuelle église paroissiale, c'était l'église abbatiale. Le bâtiment où habitait l'abbé, c'était l'actuelle mairie de Sauve. La tour de Môle faisait partie de l'enclos monastique. La place Astrux, c'était le cimetière, qui est devenu ensuite place bien beaucoup plus tard, etc. etc. Donc, c'était une abbaye relativement importante, sans doute à sa création. Dans les années au milieu du XVIIe siècle, elle avait perdu beaucoup de son importance parce qu'il restait 3 moines. 3 moines, ça veut dire que c'est quand même pas une abbaye colossale. Et donc, cet abbé, à la tête de cette abbaye, c'était quand même quelqu'un d'important parce qu'on retrouve son nom très présent dans de très nombreux actes. Il a acheté, il a vendu, il a participé à la gestion du village, il a acheté des parcelles, il en a vendu, il a
son abbaye devait, enfin ce qu'on devait à son abbaye sur les différentes taxes de l'époque. Donc ça aussi, ça prenait beaucoup de temps et d'investissement. Et donc cette abbaye s'est fait construire, donc les documents du chicaya entre les propriétaires et la confrérie nous apprennent que c'est l'abbé qui a fait construire cette maison. Il appelle ça une maison, il appelle pas ça un château. Donc, quelle est l'idée qu'a eue cet abbé Henri Delmas en faisant construire ce bâtiment en pleine campagne, un peu loin du village, sur un style un peu médiéval, hein, il y avait des formes de pont-levis, la porte d'entrée, il y a 2 crapaudines de chaque côté, c'était un pont qui se relevait. Il y avait un autre à l'entrée de la terrasse, là où on retrouve les gonds qui sont encore en place et le plan dans lequel s'encastrait le plancher du passage lorsqu'il était en position où on pouvait passer dessus. En fait, ce que l'on pense à l'heure actuelle, c'est que cet abbé, bon, qui avait une culture religieuse, bien évidemment, hein, connaissait bien la Bible, les évangiles, etc. Et donc, il connaissait parfaitement ce que dit la Bible sur l'histoire de la création du genre humain, l'histoire d'Adam et d'Ève. Hein, vous connaissez peut-être ça. Adam et Ève qui ont été créés par Dieu dans le jardin du paradis, le jardin d'Éden, dans lequel ils avaient absolument tout ce qu'ils voulaient pour être heureux. Il n'y avait qu'une seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'était de toucher à l'arbre qui était au centre du jardin, qui était un pommier, hein, qui avait des fruits magnifiques. C'est la tentation, c'est le diable. Et un jour, le diable, s'adressant à Ève, lui propose de manger la pomme en lui disant que lorsqu'elle aura mangé de ce fruit auquel elle n'a pas le droit normalement, elle aura la connaissance et tout, et donc elle deviendra elle aura la connaissance, disons-le comme ça. Et donc elle mange le fruit, elle en fait goûter à Adam, et à partir de là, croyant que Dieu n'allait pas pouvoir les retrouver, ce qui n'est pas tout à fait le cas, Adam et Ève sont chassés du paradis, et à partir de ce moment-là, ils doivent travailler pour gagner leur vie, la femme doit enfanter dans la douleur, etc. Et tout un certain nombre de choses de ce genre. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que tout simplement, cette notion du jardin d'Éden et du paradis était très présente dans les esprits au Moyen-Âge, et quand on représentait ce jardin, on le représentait toujours avec 3 caractéristiques essentielles. Ces 3 caractéristiques sont les suivantes. C'est d'une part une clôture. C'est un jardin qui était clos. Alors c'était représenté par de temps en temps par une palissade, de temps en temps par une muraille, de temps en temps par oui, on peut mettre du bois ou de la pierre, etc. Mais il y avait toujours une forme complètement fermée. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait toujours de l'eau. C'est un jardin dans lequel il y avait de l'eau. L'eau, c'était au Moyen-Orient, c'est quelque chose de précieux. Vous le pensez, vous le savez. Et donc, au Moyen-Orient, le jardin d'Éden, c'était le point d'origine de la source des grands fleuves, le Tigre, l'Euphrate et quelques autres. Et la troisième chose qui caractérisait ce jardin d'Éden, c'est qu'il y avait beaucoup de plantes, de fleurs, de fruits, d'animaux, hein, puisque c'était à partir de là que Adam et Ève pouvaient se nourrir. Et donc, ces 3 caractéristiques, très curieusement, on les retrouve parfaitement présentes dans le site où l'abbé choisit d'installer ce bâtiment. Alors la clôture, vous avez vu que le lieu il est complètement clos, ça c'est pas difficile à voir, il y a un mur de à peu près 2 mètres de haut, qui n'est pas très très haut, mais le lieu est complètement fermé, la seule entrée c'est la grille par laquelle vous êtes passé, et il n'y en a pas d'autre. La deuxième chose de l'eau, alors vous allez me dire là c'est peut-être un petit peu plus compliqué, parce qu'on est sur un éperon. Alors il y a bien le Vidôle qui passe, hein, puisqu'il y a le cours souterrain du Vidôle qui va du Grand Avenne jusqu'à la source vauclusienne qui se jette dans le Vidôle au pied du village. Sauf que le cours du Vidôle, il est en profondeur, et quelqu'un m'avait dit un jour que, d'après les reconnaissances que Spéléoki avait faites, le cours devait passer en plein sous le château. En fait, c'est pas tout à fait vrai, il passe à 200 mètres de là, pas très profondément, mais enfin, il n'est pas sous le château, en tout cas. Donc l'eau, en fait, si on pense spontanément, c'est qu'il n'y en a pas, en fait, si, il y a eu toute la construction du château, elle a été faite pour gérer l'eau. Alors ça n'apparaît pas peut-être en première vue, mais quand on regarde un petit peu, on analyse un petit peu la construction, la pièce qui est au-dessus, qui est actuellement couverte par un toit, elle a été faite pour collecter l'eau, c'est-à-dire qu'elle a une pente, il y a 15 cm de dénivelé entre le fond de la pièce et le devant de la façade, de manière à ce que l'eau s'écoule régulièrement. Il y a un trou dans le mur, ensuite elle passe dans un espèce de chenot en pierre que l'on voit de l'extérieur, une pierre très très allongée,
Et puis ensuite, il y a une poterie qui permet à l'eau de descendre sur la terrasse. Alors à partir de là, il y a un collecteur sur le côté ou un décanteur, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler. Et puis surtout, ce qu'il y a sous la terrasse, il y a deux très grandes citernes qui peuvent permettre de collecter l'eau. Alors une fois que ces citernes sont pleines, il y a une troisième citerne qui est sous la terrasse où il y a une lavanda, la terrasse semi-circulaire qui est juste au pied de l'escalier à double révolution. Donc il y a une troisième citerne ici. Et tout à fait en fin de course, il y a un bassin avec un pilier central, peut-être vous l'avez vu en passant, et donc qui est le point ultime de collecte de l'eau. Et au pied de ce bassin, il y a un petit conquet à partir duquel on pouvait collecter l'eau pour, en particulier, arroser les plantes. Voilà. Donc l'eau, ici, elle est présente par le fait qu'on la collecte, on la stocke, et puis ensuite, après, on l'utilise. On estime qu'on a une capacité de stockage d'à peu près 150 mètres cubes. Vous voyez que ça représente déjà quelque chose. Et à l'heure actuelle, dans les citernes, puisqu'on les a vidées de tous les gravats qu'il y avait dedans, on les a réétanchéifiés. Donc il y avait un tout petit trou, pas grand-chose. L'enduit, quand on descend dedans, on croirait qu'il a 8 jours de date. Et donc, ces citernes, actuellement, il y a une 30 à 40 mètres cubes d'eau dedans. Voilà, donc il y a bien l'enceinte, il y a bien l'eau. Alors les plantes, vous allez dire là aussi, les plantes, l'année, au milieu du XVIIe, ça commence à faire un peu vieux. Et bien il se trouve qu'il y a encore des plantes qui vraisemblablement datent de cette période-là. Et en particulier, il y a au moins deux espèces qui sont très présentes ici. C'est une tulipe, qui est une tulipe sauvage, qui s'appelle la tulipe de l'Écluse, alors qui a été d'ailleurs introduite du Moyen-Orient à peu près au XVIIe. C'était la période où l'Europe a connu ce qu'on appelle une forme de tulipomania, c'est-à-dire qu'on cherchait à tout prix à acheter des bulbes de tulipes. Il y a eu des fortunes colossales qui se sont faites à la vente de bulbes, puis il y a eu des ruines qui se sont faites aussi à l'achat de bulbes. Et donc, rentrez, prenez place. Et donc, cette tulipe a été introduite ici, et très curieusement, alors qu'il n'y a pas du tout dans la région, elle est très présente sur le site, il y en a partout. Dès l'instant où on a eu nettoyé toute la partie basse du bâtiment, elle prolifère de partout. Donc il y a cette tulipe, et alors un ami botaniste, un scientifique botaniste à qui je racontais cette histoire, me dit, mais si tu as des tulipes de l'Écluse, tu dois très vraisemblablement avoir une autre plante, qui était une plante compagne de la tulipe, comme était très fréquemment dans les jardins à cette époque. Il n'a jamais mis les pieds ici, hein. Donc il m'a dit, cette plante, c'est le Sternbergia. Bon, je lui ai dit, décris-la moi, je vais voir si elle y est. Il l'a décrit, c'est une plante à fleurs jaunes qui fleurit à l'automne. Donc si vous êtes passé par en bas, vous avez dû voir qu'il y a ces plantes. Donc effectivement, le Sternbergia, ce gars-là, sans même avoir mis les pieds ici, il avait deviné qu'il pouvait y avoir ces plantes-là. Donc ces deux espèces, la tulipe de l'Écluse et le Sternbergia, sont très vraisemblablement des reliques, hein, de cette période, parce que ce sont des plantes à bulbes, hein, des tulipes, et qui se renouvellent, et qui se perpétuent très, très, très facilement avec le... Bonjour, monsieur. Donc elle date très vraisemblablement de la période de l'Ave. Enfin, vraisemblablement, le trait est peut-être de trop. Et puis sur la hauteur, là-bas, on a un grenadier aussi qui a dû être introduit à peu près à cette période-là. Donc, l'abbé Henri Delmas, qui était un amoureux des plantes, il a donc, il a voulu reconstituer, comme je disais dès le départ, un peu ce jardin d'Éden, ce jardin du paradis, avec ces trois éléments, la clôture, l'eau et les plantes. Alors, pour continuer sur cet abbé, donc puisqu'il aimait les plantes, on a parlé de 2 ou 3 espèces, mais il n'y avait pas que ça. Et pour les autres ont disparu, vraisemblablement, mais en tout cas, ce que l'on sait qu'il a fait sur le site, c'est que les restes du mas de Roquevaire, qui se trouvait être le bâtiment que vous avez longé avant d'entrer, là où il y a les fenêtres et là où il y a les arcs, ce que beaucoup de personnes prennent pour une chapelle, c'est pas du tout une chapelle. En fait, c'est, comme je vous le disais, l'ancien mas sur lequel Henri Delmas a fait casser la... C'était un mas sur 2 niveaux. Donc il y avait une voûte, un berceau plein cintre, qu'il a fait casser, et il y avait un toit monopente qui s'orientait vers le
chemin, qu'il a remplacé par les arcs et un toit bipente. Et donc cette pièce, on l'a su par la suite par d'autres documents, c'était une orangerie. Donc c'est quelqu'un qui aimait les fleurs et qui avait sans doute des plantes de type exotique, de type, je ne sais pas, oranger, citronnier, des choses comme ça, qu'il mettait à l'abri l'hiver dans cette orangerie. Et pour que ça marche bien, parce que l'hiver c'est pas très chaud ici, il a fait donc alimenter cette orangerie par un tout petit aqueduc que vous pouvez le voir en sortant, et dans lequel qui permettait d'amener l'eau dans l'orangerie, et dans l'orangerie il y a un mur qui traverse, un mur qui a cette hauteur, qui traverse l'orangerie dans tous les sens de la longueur, et sur le côté gauche, on pense que c'était un bassin dans lequel l'on pouvait remplir d'eau, et dans la journée, lorsqu'il fait beau temps et que l'air ambiant de l'orangerie chauffe, l'eau qui est stockée dans le bassin, sa température s'élève légèrement, mais elle s'élève quand même. Et la nuit, on a le phénomène inverse, c'est-à-dire que l'eau, qui est plus chaude que l'atmosphère, restitue les calories à l'air ambiant, et donc on a un rôle de volant thermique qui est joué par ce grand volume d'eau qui est dans cette pièce. Voilà, donc ce que l'on sait que cet abbé a fait. On sait aussi qu'il avait ici une riche bibliothèque, il avait des tableaux, il avait beaucoup de livres. Alors, ça on le sait parce que à la fin de sa vie, donc lui, il a fait construire le château très vraisemblablement dans les années 1650-60. On n'a pas la date exacte, mais c'est à peu près la période, puisqu'après on parle à partir de 1970, on parle de Roquevert, on en parle dans plusieurs textes. Mais ce qui s'est passé, alors cet abbé qui a pris ses fonctions dans les années 1650 est décédé en 1712. Donc c'est quelqu'un qui a vécu relativement vieux. Mais il semblerait qu'on ne le trouve plus cité dans les actes notariés à partir de 1703. Et 1703, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire locale, c'est la révolte des Camisards. Les Camisards, puisque Louis XIV avait abrogé l'édit de Nantes. L'édit de Nantes, c'était l'édit qui permettait aux protestants d'avoir liberté de culte, tout un tas de droits, qui les mettaient à peu près sur le pied d'égalité de tout le monde. Et ces droits, qui avaient été instaurés sous Henri IV, ces droits avaient été reniés petit à petit par Louis XIV. Et lorsque Louis XIV a estimé que l'édit de Nantes n'avait plus de sa raison d'être, du fait qu'on l'avait vidé de son contenu, il a abrogé l'édit de Nantes, mais là ça a provoqué ici dans la région, dans les Cévennes, une flambée de mouvements, et des mouvements plutôt violents. Donc c'est la révolte des Camisards, et qui a démarré à partir de 1702, donc une quinzaine d'années après l'abrogation de l'édit de Nantes, parce qu'entre-temps, il y a eu la mise en place des dragons, etc. etc. Bon, donc les Camisards sont présents un petit peu partout, y compris ici dans l'environnement, dans le massif de Coutac, et Roland et ses troupes, un beau jour, dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1703, sachant que le château était la propriété d'un abbé catholique, bien sûr. Donc on fait une virée sur le château et ce sont les textes qui le racontent, on mit le feu au château. Alors mettre le feu à un château en pierre, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que qu'est-ce qui va brûler? C'est pas la pierre qui va brûler. Non, bien sûr, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On rassemble tout le mobilier au milieu de la pièce, on met le feu au mobilier, et évidemment, tout ce qui est à l'intérieur du château, ça brûle. Et quand on a fait des travaux pour restaurer en particulier les murs, très curieusement, dans certains endroits, on a retrouvé dans les placards muraux, où les étagères autrefois, l'étagère c'était une planche qui rentrait carrément dans le mur. C'était pas posé sur des crémaillères comme on fait actuellement, ou sur des petits taquets. Et donc là, les planches ont brûlé, mais le petit bout de bois qui était à l'intérieur du mur, lui, il n'a pas brûlé. Donc on retrouve le liseré du brûlé au ras du mur. Donc on a encore des traces de cet incendie de 1703. Et donc le château il y a eu un incendie dans le château, et ce que nous donne la relation d'un gentilhomme local, c'est que c'est là qu'elle nous dit que le château appartenait, on le savait déjà, à l'abbé Delmas, et que cet abbé avait fait construire une orangerie, qu'il avait des tableaux de prix, une bibliothèque ici, tout ça a brûlé.
Et le texte dit encore que la toiture en plomb a fondu. Alors ça nous a beaucoup intrigué, cette histoire de toiture en plomb. Et en fait, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au-dessus, la collecte de l'eau se faisait par la terrasse supérieure, qui est en pente, qui ramène l'eau sur le devant de la façade, et ensuite qui alimente les citernes qui sont sous la terrasse. Et en fait, si vous avez une terrasse comme ça, une terrasse, il faut qu'elle soit étanche, sinon la pièce ici, ça serait une passoire. Et donc, en fait, l'étanchéité se faisait avec des feuilles de plomb. J'ai vu ça, c'est une fois en région parisienne. On utilise encore cette technique des feuilles de plomb pour couvrir certaines terrasses, certains balcons. Donc, il y avait bien une étanchéité en plomb, et on retrouve dans les murs l'endroit où le plomb se relève et s'encastre dans le mur. C'est encore visible dans les pièces au-dessus. Donc, le fait d'avoir mis le feu mobilier à l'intérieur, la chaleur provoquée à chauffer la voûte, et le plomb qui est au-dessus, le plomb il font une température très basse, je crois que c'est quelque chose comme 250 ou 300 degrés, donc la toiture en plomb en fondu, ça signifie que l'étanchéité en plomb a disparu sous l'effet de l'incendie du château. Voilà. Donc à ce moment-là, l'abbé Delmas, en fait, comme c'était très difficile la vie, parce que majoritairement la ville de Sauve était protestante, et que les quelques catholiques qui subsistaient devaient être regardés un petit peu bizarrement. Donc lui, il était parti. Il était s'est réfugié dans une abbaye du côté d'Agde. Et en fait, on sait aussi qu'il a emporté toute une grande partie des documents de l'abbaye, et en particulier tous les titres de l'abbaye. Parce que pour une abbaye, les titres, c'est fondamental. Si vous avez les titres, vous pouvez les réclamer toutes les formes de taxes qui sont dues au titre des reconnaissances féodales. Si vous n'avez plus aucun document, vous avez beau parler, vous n'avez aucune preuve. Donc les titres, c'est vital pour une abbaye. Donc il est parti avec tout ça, sans doute avec des documents qui concernaient Roquebert, mais ça on n'a rien trouvé de tout ça. C'est parti à Agde, c'est sans doute revenu de la région, mais ça a été très vraisemblablement perdu il n'y a pas très longtemps. Il y a des personnes qui ont essayé de retrouver, de repister tout ça, mais sans trop de succès jusqu'à présent. Alors, le château est brûlé en 1703, l'abbé meurt en 1712, et bien avant sa mort, il avait fait donation du château à la femme d'un seigneur local, et puis très curieusement, un peu avant de quitter Sauve, il avait repris sa donation. Donc on n'a pas très bien compris, je donne, je reprends, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication dans le texte. Et en fait, après son décès, c'est cette famille-là qui devient propriétaire du château, donc en 1712. Et de 1712 à 1725, c'est la famille Durand de Vibrac qui sont donc les propriétaires de ce bâtiment. Alors bon, apparemment, ils ne savent pas très bien qu'en faire, puisque le bâtiment est en mauvais état, il a brûlé, donc il y a une partie des choses qui sont dégradées, la toiture est plus étanche. Tout ce qu'ils trouvent à faire, eux, c'est de récupérer tout ce qui est vendable, les tuiles, les tuyaux, les ferrures. À certains endroits, on voit bien qu'on a cassé la pierre pour extraire les ferrures. Donc tout ça, c'est vendu. Et puis après, lorsque le château est à peu près vide, il a été vendu et il a été acheté par une famille de Sauvages, une famille de personnes qui vivaient dans Sauve. Et ce sont ces gens qui ont donc acheté ce château en 1725 et qui l'ont gardé 201 ans. Donc 1725-1926. Alors pourquoi cette famille va racheter ce bâtiment? On se demande bien, parce que pour en faire quoi? C'est loin de la ville, c'est pas très... Quel usage peut-on en faire? On peut se le demander. En fait, l'idée qu'ils avaient, c'était qu'ils étaient protestants, donc les protestants à cette période, justement du fait des guerres de religion, avaient énormément de difficultés à trouver un lieu pour faire enterrer leurs morts. Pourquoi? Parce que c'était les communautés catholiques qui géraient les cimetières la plupart du temps, et les catholiques n'acceptaient pas que les protestants se fassent enterrer dans leur cimetière, dans les cimetières qu'ils estimaient être le leur. Donc la plupart du temps, les protestants se faisaient enterrer sur leur propriété. C'est pour ça que dans toute la région, si vous êtes d'ici, vous le savez tout aussi bien que moi, on retrouve très souvent dans un coin de parcelles, souvent à proximité de maisons, ou même quelquefois un peu éloignées, quelques tombes comme ça. Donc ce sont des tombes généralement de familles protestantes qui se sont fait enterrer là comme ça parce qu'ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas l'accès au cimetière communal géré par l'Église catholique. Et donc c'est pour cette raison que cette famille protestante a acheté ce château et a fait de tout le soubassement du château
là-dessous, c'est accessible sous les trappes, on ne peut pas ouvrir parce que, vous voyez, c'est juste après l'escalier, si j'ouvre dans l'espace des 2 journées du patrimoine, on va remplir tout le caveau, et encore, ça ne tiendra pas. Donc, on est obligé de laisser ça fermer. Et pendant 201 ans, ce château a servi de lieu de sépulture pour cette famille. Il faut bien le faire comprendre à ceux qui venaient de l'extérieur. Les cyprès, enfin, le reste des cyprès qui sont sur la terrasse. Autrefois, il y en avait beaucoup plus. Vous pouvez regarder, si vous êtes curieux, regardez les cartes postales qui sont agrandies, qui sont exposées sur les chevalets. Là, vous voyez qu'il y avait au moins, il y avait 6 cyprès sur la terrasse. Donc c'était vraiment pour eux un lieu de sépulture. Alors j'ai oublié une toute petite chose tout à l'heure par rapport à l'abbé. Je reviens un tout petit peu en arrière. Cet abbé Henri Delmas, qui est le constructeur de ce site, pour bien faire comprendre que ce lieu, pour lui, il l'avait en bien propre. Hein. Il ne l'avait pas en tant qu'abbé, il l'avait en tant que personne morale. Et donc, que c'était un lieu sur lequel il voulait être tranquille. Il avait fait inscrire à l'entrée du passage, au-dessus de la grille, vous pouvez voir, il y a un tout petit cartouche qui est vide. In urbe omni, in esarto mihi. Je ne sais pas si certains ont fait du latin, là. Non, pas trop. Alors, ça veut dire, bon français, in urbe omni, à la ville, je suis à tous. In esarto mihi, au désert, je suis à moi. Ça veut dire que quand il était en ville, il s'occupait de son abbaye, il s'occupait de tout un tas de choses, parce qu'on retrouve son nom dans de très nombreux actes. Il a acheté, vendu, il s'est occupé de son monastère, etc. etc. Et quand il voulait être tranquille, il était là, donc il avait le bâtiment qu'il avait fait construire, il avait des tableaux, il avait sa bibliothèque, il avait les plantes, il avait l'orangerie, etc. etc. Voilà. Donc, je reviens donc après lui, les seigneurs de Vibrac pendant quelques années, la famille protestante de 1725 à 1926, et le dernier de cette famille protestante, il s'appelait Paul Florentine, qui était, comme on l'appelle communément, vieux garçon, qui n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, il n'avait plus de neveux et de nièces, il n'avait plus de famille. C'est une famille très importante à un moment donné, et la famille s'est complètement disparue. Donc ce monsieur Florentine a voulu vendre le château. Il a trouvé un acquéreur qui est M. Jean Germain. Donc si vous êtes de Sauve ou des environs, vous savez que Jean Germain a écrit un livre qui s'appelle Sauve, curieuse et antiquité, dans lequel il fait l'historique de Sauve. Et donc c'est ce monsieur qui a acheté et qui avait conclu un pacte avec le vendeur, Paul Florentine. Il voulait bien acheter le château, mais il ne voulait pas les occupants. Aussi silencieux soit-il, il ne voulait pas garder tous les cercueils qu'il y avait dans les sous-bassements. Donc tous les cercueils ont été... On a ouvert le caveau, on a évacué tous les cercueils, tous les corps, et tout ça, ça a dû se retrouver au cimetière de Sauve, je ne sais pas très bien où, parce qu'on n'a pas retrouvé traces du lieu de sépulture. Et donc ce monsieur a acquis le château, et il a fait cette opération d'évacuation il a vidé complètement le caveau. Et sauf qu'il a fait ça sans en parler à son épouse. Alors, messieurs, c'est pas bien de faire ces opérations-là sans en parler à vos compagnes. Il ne faut pas faire ça comme ça, parce que lorsque son épouse a appris, qu'il avait acheté le château, 2, qu'il avait fait déménager tous les cercueils, tous les corps qui étaient ici, il s'est trouvé que dans leur famille, il y a eu toute une succession de décès dans cette période-là, et que pour elle, l'affaire était la conclusion était évidente. On avait violé un lieu de sépulture en déplaçant des corps, des cercueils, et donc c'était la vengeance divine qui s'abattait sur la famille, et tous les décès s'expliquaient tout simplement, c'est que Dieu se vengeait, et donc tant qu'on ne se serait pas débarrassé de ce château, ça risquait de continuer et tout le monde risquait d'y passer. Donc lui, il a obtempéré, il a suivi son épouse, et il a revendu le château 8 années après l'avoir acquis en 1934. Et c'est donc là que le grand-père de mon épouse l'a acheté au nom de son fils. Donc depuis 1934, le château est dans notre famille. Voilà. Donc c'est un petit peu en raccourci l'histoire de ce bâtiment par la vie ou les aventures de ses propriétaires. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur le bâtiment? Je vous ai parlé de tout ce qui est de l'eau. Le château lui-même, vous voyez que c'est quelque chose qui ressemble à un château médiéval, mais qui n'en est plus un, puisque construit dans les années 1650, on n'est plus du tout au Moyen-Âge.
D'ailleurs, il y a des signes qui montrent que ça ne correspond pas à cette époque. Il y a une espèce d'évier là-bas, qui est une sorte de patouille. On ne faisait pas ça comme ça au Moyen-Âge. Il y a une cheminée donc, avec un four à pain dans l'épaisseur du mur. Là aussi, on ne trouve pas ça au Moyen-Âge. Derrière cette porte, vous pourrez aller voir après si vous voulez, il y a des toilettes avec une belle vue sur l'extérieur. Donc il y a tout un certain nombre de marques qui montrent que ce n'est plus, ça n'a pas été construit au Moyen-Âge. Alors qu'il y a eu quelque chose avant le château, donc avant la période de l'abbé Delmas et même du temps de Mamie de Roquevert, c'est bien possible, puisqu'on a retrouvé ici des fragments de tuiles qu'on appelle des tégulas, c'est la grande tuile romaine qui est large comme ça et qui est longue comme ça, qui était une tuile plate qui servait à la couverture des monuments. On a trouvé des fragments sous les escaliers, donc il y a vraiment eu une implantation ici qui est très ancienne. Mais quoi exactement, ça c'est impossible de le dire dans l'état actuel des choses. Une particularité de cette pièce, bon, je vais parler de la cheminée se ferme par des vantaux, comme vous pouvez le voir. Alors pourquoi des vantaux? C'est pas très courant. Les vantaux, ils sont récents, ils ont été remis il y a une quinzaine d'années, mais la feuillure était déjà en place, donc il y avait déjà autrefois des vantaux qui servaient à fermer cette cheminée. Alors pourquoi? On l'a compris, nous, parce que lorsqu'il y a déjà quand même pas mal d'années, on était venu passer ici des soirées et qu'on avait dormi à même le sol ici en plein hiver. Dans la journée, on avait réussi à se chauffer à peu près en brûlant une quantité de bois phénoménale, parce que le rendement thermique d'une cheminée, vous savez que c'est à peu près une catastrophe. Vous perdez 90% ou 95% des calories. Et donc, quand vous faites un coup de feu, qu'est-ce qui se passe? Tout l'air chaud qui est stocké dans la pièce, il repart par la cheminée, il remonte, et vous avez, comme ce n'est pas étanche ici, vous avez de l'air froid qui rentre, et le matin, vous avez aussi chaud dedans que dehors. C'est-à-dire que vous avez, comme si vous aviez dormi dehors, presque. Donc, c'est pour ça qu'en fermant les vantaux, vous coupez un peu cette circulation d'air et vous gardez un certain confort dans la pièce. Disons que le matin, il fait moins froid que dehors. Voilà. Et puis, un autre élément qu'on peut constater, c'est les espèces de trous que vous avez sur le mur au-dessus de la cheminée. Et si vous prolongez ces trous, vous apercevez qu'ils passent au-dessus des fenêtres. Ici, là-bas, et ça serait la même chose ici. Donc, ce que l'on pense, c'est qu'à un moment donné, il y avait une cloison qui fermait la patouille, là où on faisait la vaisselle, peut-être une partie de la cuisine, c'était plutôt la cheminée, donc on faisait la vaisselle, donc une cloison. Et entre cette cloison et le mur, sans doute, soit des cannes en bois, soit des fils de fer, on ne sait pas très bien, et qui permettaient de mettre au-dessus une toile, un vélone, de manière à ce que lorsqu'on fait du feu dans la cheminée, on ne chauffe qu'un volume bien plus restreint, et pas la totalité du volume de cette pièce qui est très longue à chauffer. Donc, vous voyez, ça aussi, ce sont des signes de marque d'aménagement qu'on a voulu pour augmenter le confort du site. Voilà, donc qu'est-ce qu'il vous reste à raconter? Pas grand-chose de plus. Bon, j'ai fait un raccourci un petit peu rapide. Si vous êtes vraiment très intéressé, on a écrit un petit document qui est derrière vous, là, qu'on vous propose à la vente, qui vous donne un peu plus de détails, qui vous donne des références bibliographiques. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure concernant Jean Germain, l'écrivain, celui qui a écrit Sauve, Curieuse et Antique Cité,